Parti de Villefranche-sur-Saône, cet avion survole le Beaujolais. À bord, Bruno Roussel étudie la région pour un enjeu de taille. Le Beaujolais espère devenir un géoparc, un label de l'UNESCO qui récompense la richesse géologique des territoires. La Saône est vraiment très belle vue d'ici. On distingue tout nettement. Bruno survole d'abord le Val de Saône et ses vastes plaines. C'est à l'ouest de cette rivière que s'étend le Beaujolais. Le Beaujolais se situe à l'articulation de deux grands domaines. Le domaine du Massif central et puis le domaine alpin au sens large avec la plaine de Saône. Deux régions qui n'ont plus à faire leurs preuves sur le plan de la qualité et de la richesse de leur géologie. La diversité géologique de la région a donné naissance à des paysages variés. Ce matin, Bruno va survoler ces territoires qui offrent des couleurs différentes au Beaujolais. Le long de la Saône, c'est le Beaujolais bleu. Viennent ensuite les coteaux viticoles qui forment le Beaujolais rouge en référence au vin. Enfin, à l'ouest, c'est le Beaujolais vert avec ses montagnes et ses forêts. Ici, on survole ce qu'on appelle le Beaujolais bleu et naturellement, cette dénomination fait référence à l'eau. D'abord, de par l'existence, bien sûr, de sa rivière emblématique, la Saône, juste en dessous de nous, ici. Et puis le bleu aussi des étangs. L'avion quitte le Beaujolais bleu en direction des forêts et des collines. Il survole maintenant ces monts qui annoncent le Massif central. On arrive dans ce qu'on appelle le Haut-Beaujolais, le Beaujolais de la montagne, qui est aussi appelé Beaujolais vert. Et naturellement, cette couleur fait référence au milieu forestier et au pâturage. C'est le Beaujolais rural qui reste relativement sauvage, notamment ici, au niveau du massif du Saint-Rigaud. Nous sommes en train de le survoler. C'est le point culminant du Haut-Beaujolais, 1012 mètres. C'est la racine d'une ancienne chaîne de montagnes. On est encore dans un paysage volcanique. Mais les volcans sont très anciens, ils ont disparu depuis longtemps. Bruno s'intéresse aux villages et aux châteaux, car ils sont les reflets du passé géologique du Beaujolais. Taillées par les bâtisseurs, les pierres offrent une variété de couleurs hors du commun. Le château d'Azolette est ainsi le témoin du passé volcanique du Beaujolais vert. Ce château est très marqué par cette pierre volcanique sombre, noirâtre ou parfois verdâtre. Et donc ce château est assez emblématique de ce type de géologie que l'on trouve dans le Haut-Beaujolais, donc très marqué par le volcanisme. Tarare du Fox Bravo Uniforme, je me reporte en vente arrière. Cap maintenant sur le Beaujolais rouge. Une région célèbre pour ses coteaux plantés de vignes.
Des reliefs marquent encore le paysage, mais ils sont plus rares. Le Montbrouilly, la chapelle. Voilà, donc on arrive près du Montbrouilly, qui est un site emblématique du Beaujolais viticole. Il y a un lien multiple entre la vigne et la géologie, entre le vin et la géologie. Le pied de vigne est un pied vivant qui puise dans le sol ce dont il a besoin, les minéraux qui sont riches en nombre et en qualité, hein, et que l'on retrouve dans le vin du Beaujolais. Ici aussi, les pierres du sous-sol composent un camailleux de couleurs rares. Voilà, le beau château de la Flachère dans sa belle robe rouge et jaune. 2 pierres beaujolaises. Ce château a été construit au XIXe siècle, d'après les plans de l'architecte Viollet-le-Duc. Il est évident ici que les bâtisseurs, en utilisant les pierres locales, ont aussi joué avec les couleurs de ces pierres. C'est tout à fait manifeste ici avec le château de la Flachère. Plus au sud, Bruno arrive au-dessus d'un territoire singulier. Alors nous sommes en train de survoler les villages et les hameaux du Beaujolais des Pierres Dorées. Perché sur sa colline, voici Ternant, l'un des 40 villages du pays des Pierres Dorées. À la Renaissance, cette pierre est utilisée dans toute la région jusqu'à Lyon. Au fil du temps, chaque village dispose alors de sa propre carrière. Parmi les plus célèbres villages des Pierres Dorées, voici Ouin, avec sa tour médiévale. Le village d'Ouin, vêtu de pierres jaunes. C'est un village classé parmi les plus beaux villages de France. On distingue très nettement sa tour, avec l'église, qui domine le village. Et on remarque très nettement ce calcaire jaune qui a si abondamment été exploité dans la région. Et c'est vrai qu'ici, elle s'exprime de manière particulièrement spectaculaire, vue d'avion. Bruno poursuit son étude à Ouin. Bâti entre la Saône et la Loire, le village a été une place forte au Moyen Âge. Les murs expriment ici aussi l'histoire géologique de la région. Pour comprendre l'origine de la couleur dorée de la pierre, il faut monter au sommet de la tour. De là-haut, un point de vue à 360 degrés permet de révéler l'histoire de ce paysage. Il y a à peu près 150 à 200 millions d'années, il y avait la mer tout autour de nous. Alors les plages devaient se situer à quelques kilomètres d'ici, peut-être quelques dizaines de kilomètres pour les plus éloignés, en bordure d'un ancien continent qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui ressemblerait un petit peu à ces collines surbaissées, un peu arrondies des monts du Beaujolais d'aujourd'hui. Ces fossiles sont les témoins de ce passé maritime. Ils sont conservés dans le musée que Bruno dirige. Voici un exemplaire exceptionnel, trouvé à quelques kilomètres d'ici. C'est une ammonite. Vous aviez la loge d'habitation de l'animal ici. Voilà. Son œil, son entonnoir, voilà. Et puis ses tentacules, puisqu'il faut imaginer une sorte de pieuvre qui vit dans une coquille. Il est non seulement rare dans le Beaujolais, mais je pense qu'il est rare à l'échelle de la France entière, voire de l'Europe.
La couleur dorée des pierres vient du minerai de fer présent à l'époque dans la mer. Bruno a aussi trouvé des traces de cette vie maritime dans un endroit inattendu, l'église du village. Ce qu'on voit ici, toutes ces taches grisâtres, eh bien, ce sont des restes d'organismes marins, en l'occurrence des huîtres fossiles. Ces huîtres fossiles s'appellent les griffés, du latin griffus, qui veut dire crochet. On le voit très nettement ici, le crochet là et là. Voilà. On le voit ici aussi. C'est un ancien sédiment marin qui a roulé sous l'effet des courants, des vagues, etc., qui a emballé les fossiles dans la matière sédimentaire et ça s'est déposé tel quel au fond de la mer. Et les animaux se sont retrouvés prisonniers de cette couche de sédiments sans pouvoir s'en extraire. Et en gros, si vous voulez, on est dans le début de l'ère des dinosaures. À côté du village d'Ouin, un autre amoureux du pays des pierres dorées sillonne les routes. Vincent Pivot est caviste. Au volant de sa Méhari, il parcourt le vignoble à la rencontre des meilleurs producteurs. Donc là, on est dans le Beaujolais Sud. Donc vous voyez, il y a beaucoup de petits villages. Ça ressemble un petit peu à la Toscane, c'est très joli. Le Beaujolais, c'est l'un des plus beaux paysages de France viticole parce qu'en fait, c'est très vallonné, avec beaucoup de vignes sur tous les coteaux. Vincent commence sa journée par la sélection d'un Beaujolais blanc. Alors voilà, nous arrivons dans le village de Thésée. Et donc nous allons rejoindre la famille Geoffrey. C'est très important pour nous de connaître les vignerons, pour connaître leur travail. Ah voilà, très joli château. Le château de Rochebonne est une ancienne maison forte du XVe siècle. Les vignes de la famille Geoffrey sont juste à côté, dans ce clos autrefois rattaché au domaine. C'est chouette là. Vincent découvre cette parcelle pour la première fois. Il y a des belles sorties de raisin là. C'est beau, hein. Nous sommes au mois de mai. Depuis 6 heures ce matin, les vignerons palissent la vigne le long de ses fils. Un geste essentiel dont dépendra aussi la qualité du vin. On a surtout peur du vent. On a peur que le vent casse les brocs, qui sont très très fragiles à cette période. Les brocs, ce sont ces pousses de vigne qui portent à ce stade une ou deux inflorescences. Ce n'est pas encore des grappes. La fleur n'est pas passée. On aura certainement une floraison d'ici une dizaine de jours. On en profite également pour enlever quelques brocs qui poussent sur le pied, parce que ceux-ci ne servent à rien. C'est un travail précis qui apporte une belle qualité, je pense. Donc c'est agréable à faire. Le vin produit dans cette parcelle est bio. Allez, venez, venez. Les Geoffrey élèvent des moutons, une manière naturelle de se débarrasser des herbes envahissantes. Et entre les rangs, ils laissent pousser des fleurs sauvages. Ça permet d'avoir toute une faune d'insectes auxiliaires. Certaines araignées vont manger les autres, etc. Les petites bêtes s'équilibrent et ça évite qu'elles s'attaquent à la vigne. Du coup, il n'y a pas de désherbant. On vit dans ce paysage, on a besoin de l'entretenir pour pas qu'il soit pollué ou pour pas qu'on respire des produits désagréables, etc. Avec son père, Claude Édouard emmène Vincent dans un endroit qu'il aime particulièrement, en bordure de la parcelle. C'était construit il y a la date en contrebas en 1870. Cette maisonnette de pierre est appelée en Beaujolais une cadole. Traditionnellement, elle servait d'abri aux vignerons. Magnifique. C'est vraiment une cadole de luxe. Hop. Avec la jolie vue. Jolie vue sur la vallée. Ah oui, c'est très chouette. Il se dit que
Dans les cadoles, on ne faisait pas que ranger les outils et c'était également le rendez-vous des amoureux. Tout à fait. C'était la petite histoire pittoresque en Beaujolais. Parce que la clé est toujours cachée Absolument. à un endroit que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Voilà. Allez, Ulysse. Il est 10 heures. Pour les vignerons, c'est l'heure du casse-croûte. Santé. Santé, bonheur. Ici, on l'appelle le mâchon. Allez, un peu de tout. Nous avons de la rosette de Lyon, saucisson brioché. On a le choix. Allez-y. Merci. Ah, c'est une tradition beaujolaise au mâchon qui se fait voilà, vers 9-10 heures quand on a attaqué tôt le matin. C'est à peu près ça. Ça nous redonne des forces. On s'arrête une petite demi-heure et on repart. Puis tu veux un peu de rosé? Oui, allez. Autour de cette table, 3 générations. Comme ses enfants aujourd'hui, Claude Édouard a toujours vécu au rythme de la vigne. Je pense que mon père a su me passer la passion. Puis après, on apprend à cultiver chaque parcelle, à comprendre chaque parcelle. Et puis on s'imprègne de l'histoire de la région. Et c'est toutes ces petites choses qui font qu'on est attaché à un terroir. Et nous voilà partis par la route du Beaujolais dans le nord, direction des crues du Beaujolais. Donc on quitte les Pierres Dorées. Une vingtaine de kilomètres plus loin, la route traverse un territoire particulièrement vallonné. Le paysage change, les reliefs sont marqués. Les vignes sont plantées en coteaux. Là, je vais vous faire voir une parcelle qui est très escarpée, qui s'appelle Rochemur. On va s'arrêter. Il est très difficile de travailler ce genre de parcelle, parce qu'on fait tout à la main. Vous ne pouvez pas faire venir un tracteur ou quoi que ce soit. C'est pas mécanisable du tout. Cette viticulture sur des pentes de plus de 30% est appelée héroïque. C'est le travail du vigneron qui est héroïque parce qu'on a des pentes qui sont très très importantes. C'est vraiment l'un des vignobles les plus pentus de France. Donc le travail y est vraiment difficile. Ces vignes en coteaux donnent des vins qui ont fait la renommée du terroir. Au nord du vignoble, Vincent entre maintenant dans le territoire des crues. Le Beaujolais en compte 10. Nous voilà arrivés à Audenat. Et là, on passe au premier cru le plus au sud, qui est Brouilly. Et nous allons retrouver la famille Geoffrey sur la colline de Brouilly, la deuxième appellation qui est Côte de Brouilly. Vincent a rendez-vous avec Claude Édouard au sommet du mont Brouilly, au cœur d'une parcelle d'exception, celle de la Chapelle. C'est le terroir historique de la famille Geoffrey. Voilà, on est dans les vignes qui sont les plus hautes de la colline. Là. Ouais. On a une vue superbe sur le haut Beaujolais, le Beaujolais vert, sur la droite. La côte de Brouilly, c'est un peu un phare, puisqu'on est exactement au milieu de la région du Beaujolais. Avec comme typicité cette roche bleue d'origine volcanique, qu'on retrouve essentiellement sur cette appellation. Et c'est cette roche qui donne des vins avec un peu plus de caractère, un peu plus de profondeur. Par rapport aux autres crus qui sont sur des sables et qui seront plus sur le fruit. Voilà. Pour déguster le vin issu de cette parcelle, Vincent se rend avec Claude Édouard dans les caves des Geoffrey. C'est le domaine le plus ancien de la côte de Brouilly. Ici, les vins sont vinifiés en foudre, selon la tradition. Ces tonneaux de chêne, de 400 litres, ont près d'un siècle. Aujourd'hui, Claude Édouard prépare la mise en bouteille. C'est très agréable, on a les odeurs qui sortent du four en même temps que le vin.
C'est un moment important. On redécouvre le vin après 6 mois d'élevage, après 6 mois de calme dans la cave, au frais. Alors voilà, La Chapelle 2014. Voilà, elle a eu le temps pendant l'hiver Ah oui, elle a pris de l'ampleur là. de s'ouvrir. C'est beaucoup une affaire de sensation. C'est le ressenti du vigneron. Pour nous, cette cuvée, c'est celle qui exprime un peu le sang de ce terroir de la côte de Brouilly. Et voilà, c'est notre ressenti, notre émotion. Vincent repart à la rencontre d'autres producteurs pour sa sélection des meilleurs crus. Donc là, nous arrivons à Régnier. Et vous voyez, son église a ses caractéristiques à 2 clochers, voilà, perchés sur la petite butte au milieu des vignes, construite par le même architecte que la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Vincent traverse ensuite le territoire du Morgon. Un cru produit sur les terres du château de Pizet. Ce domaine viticole existe depuis le XIe siècle. Il arrive ensuite dans le terroir du Moulin à Vent. Le Moulin à Vent, on dit que c'est le seigneur des Beaujolais. C'est le premier cru qui a été classé en Beaujolais. Souvent, les gens l'associent à la Bourgogne, alors que c'est du Beaujolais, que du Gamay. On est à mi-coteau, c'est un petit peu vallonné. Et là, on a la vue sur la plaine de la Saône. Et toutes ces vignes, ce n'est que du Moulin à Vent. Parmi les vignes de Moulin à Vent, certaines sont très anciennes. Éric Janin, un vigneron passionné par les vieilles vignes, est en plein travail de la terre. Ces cèpes ont été plantés par le grand-père d'Éric. Ils sont parmi les plus vieux du vignoble. Ici, ce pied qui a certainement plus de 100 ans est encore là aujourd'hui. On lui a mis un tuteur pour le préserver encore plus longtemps possible. Parce que c'est tout l'intérêt de ces vieilles vignes, c'est de les prolonger le plus loin possible dans le temps. Parce que c'est avec ces vieilles vignes qu'on fait les plus grands vins. Les vieilles vignes produisent moins de fruits. Plus concentrés en sucre, les raisins donnent alors un vin d'une qualité rare. Mon métier, évidemment, c'est de proposer des vins d'exception, faits par des vignerons d'exception, avec des vignes exceptionnelles. Mais j'entends par exception pas quelque chose de très rare et très cher, ça n'a rien à voir. C'est un produit de grande qualité, fait par des artisans vignerons comme Éric, qui travaillent très bien leurs vignes. Tout ça se retrouve à la fin dans la bouteille. Mon grand-père les a travaillés, mon père également. Moi maintenant, j'ai la responsabilité de ces vieilles vignes et c'est sûr qu'on s'y attache énormément. D'ailleurs, cette partie de vigne, on la surnomme le jardin parce que je pense qu'il y a certainement beaucoup plus d'intimité et de lien qui s'est créé sur cette petite parcelle, plus que d'autres. C'est comme un bébé qui grandit petit à petit et qu'on accompagne le plus loin possible. Et on peut considérer ça comme de l'amour. La journée touche à sa fin. Vincent a un dernier rendez-vous. On laisse le moulin sur notre gauche. Et maintenant, nous allons partir sur le cru Fleury, qui est juste en face de la colline. Top! Nous étions en Moulin à Vent et maintenant, nous sommes à Fleury. Vincent arrive sur la colline de Fleury, dominée par sa chapelle. De là-haut, on contemple l'un des plus beaux panoramas de la région. Dans la vue. Ah ouais, là. On est loin. Nous sommes dans le domaine de la famille Després. Le père, Jean-Marc, et le fils, Arnaud.
Au cœur de leur vignoble, la chapelle de la Madone veille sur les vignes depuis 1870. Elle est au centre du cru fleuri. Elle a été construite pour protéger les vignes contre l'odium, la maladie blanche, la même que sur les rosiers. Après, on l'a appelée Notre-Dame de la Pétoche parce que les Prussiens se sont arrêtés à Romanèche-Thorins. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à Fleury. Elle était récemment construite, donc elle a fait peur aux Prussiens, pour la petite histoire. Je vais vous faire goûter un Fleury 2007. 2007, c'est un Fleury qui a quand même déjà quelques années, mais le Fleury, c'est quand même un vin qui se garde bien. Puis sur des cuvées vieilles vignes, on peut aller jusqu'à 15-20 ans. Et c'est possible d'avoir des vins de grande garde aussi en Beaujolais. Il y a bien une couleur de Beaujolais. Hein. Oui. Faut pas se tromper là. Allez, santé bonheur. Santé. À vous. Lors de cette dégustation, Vincent sélectionne ce vin de 8 ans d'âge qu'il proposera à ses clients. Quand on a la chance de déguster dans telles conditions, c'est formidable, quoi. Ça recharge les batteries pour refaire déguster des jolis vins et faire découvrir tous ces vins merveilleux. Et surtout avoir beaucoup de souvenirs. Et passer un bon moment. Le Beaujolais est une terre de vignobles, mais aussi de châteaux. Entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, de riches familles y ont bâti plus de 150 domaines. C'est vues du ciel que Nathalie Mathian et Perrine Guyot, toutes deux historiennes de l'art, observent les transformations de ces domaines au fil du temps. Le vol commence dans le sud du Beaujolais, par le château emblématique de la région. Le château de Montmelin a été construit au Moyen-Âge par les sires de Beaujeu, qui ont donné leur nom au Beaujolais. C'est vraiment un point stratégique de premier ordre pour les sires de Beaujeu et c'est également une des premières demeures et places fortes qu'ils vont avoir dans le Beaujolais. Il est habité dès le XIIe siècle, bien qu'au départ il ait surtout une fonction défensive et ce sont des militaires, des soldats qui y logent et puis progressivement, à partir du XVe siècle, on va avoir une fonction également résidentielle. Ces créneaux et ces tours sont apparus au XIXe siècle. C'est un architecte lyonnais qui a transformé le château en lui donnant les attributs d'une forteresse médiévale. Le Beaujolais a été la région de prédilection des riches marchands lyonnais à la Renaissance. Ils ont alors adapté les anciennes maisons fortes en résidences de prestige. À quelques kilomètres au sud, l'avion survole le château de Jarniou. Avec ses tours et ses tuiles vernissées, c'est l'un des exemples les plus spectaculaires de ces demeures d'apparat. On a une demeure qui est au départ féodale et c'est intéressant parce qu'elle va être transformée à partir du XVIe en une demeure adaptée pour des marchands qui veulent créer des investissements en dehors de la ville de Lyon. À partir de là, ils vont vouloir faire de ces seigneuries des objets de prestige qui seront plus adaptés à l'habitat de ces nouveaux marchands enrichis. Le vol se poursuit au nord, à la limite des départements du Rhône et de la Saône-et-Loire.
C'était jadis la frontière du Beaujolais avec l'ancien comté de Bourgogne, gardé par le château de Corcelles. Place forte du XIe siècle, Corcelles a été transformée en logis résidentiel à la Renaissance. Témoin de cette époque, la cour intérieure et cette galerie de bois. Nathalie et Perrine terminent leur vol avec l'un des domaines les plus prestigieux du Beaujolais, le château de la Chaise. C'est la famille du père Lachaise, le confesseur de Louis XIV, qui le fait construire au XVIIe siècle sur les ruines d'une ancienne place forte. Là, on peut observer que les châteaux changent assez radicalement d'apparence. On n'a plus du tout une forteresse avec des tours, mais au contraire un château beaucoup plus massif, avec un corps de logis principal prolongé par des ailes et des pavillons. Il est associé à un très grand jardin à la française avec des parterres. Alors c'est un château aussi qui a toute une activité agricole au XVIIe et au XVIIIe. Et au XIXe, on va essentiellement développer l'activité viticole. En bordure de la Saône, un autre château exceptionnel a lui aussi été bâti de toutes pièces au XVIIe siècle. Voici le château de Fléchères, construit par Jean Sève, un riche notable protestant. Autrefois menacé de destruction, le château a été sauvé il y a 17 ans par ses nouveaux propriétaires. Nathalie Mathian connaît bien le château et s'intéresse à son histoire. On a un très grand corps de logis central avec des ailes surbaissées. En fait, ça s'explique par la raison pour laquelle on a construit le bâtiment. C'est construit pour abriter le temple protestant. Et au départ, au centre, il n'y avait pas de pièces pour habiter. Au XVIIe, on habitait dans les ailes. On ne mélange pas sa maison et la maison de Dieu. Dieu est au-dessus de tout et la salle du culte est au dernier niveau. Ça va expliquer aussi les 3 très grandes lucarnes qui sont presque disproportionnées, qui servent à rien. C'est des volets peints en trompe-l'œil, mais elles sont là pour symboliser la Trinité au-dessus de cette salle du temple. Ce domaine est né du rêve de Jean Sève, prévôt des marchands à Lyon. En passant côté jardin, Nathalie souligne une architecture très innovante pour l'époque. C'est un château à la moderne, donc on rompt radicalement avec la forteresse qui comprenait des tours aux angles. C'est aussi un des rares châteaux construits de toutes pièces au XVIIe, avec, on le retrouve, cet immense corps de logis, les 2 ailes en contrebas et les pavillons d'angle. On a en plus des toitures à l'impériale, ce qui est rarissime à cette époque. On va aller voir cette salle des chasses qui au départ était... À l'intérieur, tous les murs sont ornés de fresques réalisées en 1632 par Pietro Ricci, un peintre toscan. Ces décors somptueux, Pierre les a retrouvés cachés sous les boiseries. On ne voyait en fait de cette fresque que la tête du cheval quand on est arrivé. Il y avait un panneau qui avait été arraché. Et alors quand on a enlevé la boiserie, ça a été la surprise de découvrir cette scène. Donc c'était comme un décor qui revenait 400 ans après, quoi. Faire revivre ces décors, c'est devenu la passion de Pierre. Son prochain projet de restauration, c'est la grande salle du 2e étage. Car derrière ces boiseries, il a fait une nouvelle découverte. Je vais vous demander votre aide, merci beaucoup. Voilà, il faut de la réactivité. Voilà, et on voit en fait sous cette boiserie, quand on enlève les panneaux, oui, donc ces grandes colonnes de faux marbre en parfait état. Mais évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de remettre à jour ce décor de Pietro Ricci. Voilà, on maîtrise, on essaie de maîtriser.
Alors on ne peut que l'imaginer, on voit qu'un morceau de la colonne. Mais de toute évidence, l'artiste a su tirer parti de l'étroitesse des espaces entre les baies pour placer juste une colonne. Donc il faut imaginer un véritable portique qui va se développer ici, qui offrira une sorte de loggia ou de belvédère sur le paysage, et en même temps il tire parti du coloris du paysage en le réintroduisant à l'intérieur des colonnes et des paysages fins. À chaque étage, Pierre a retrouvé des décors spectaculaires. Pièce après pièce, c'est un ensemble exceptionnel qui a été dévoilé. Des fresques qui font de Fléchère un site unique en France. Dans la salle des perspectives s'exprime tout le talent de l'artiste italien. On a l'illusion d'une loggia, percée avec des jardins, percée avec des vues de ville. C'est tout à fait Ah oui. italien. Là, C'est on est en vraiment plein dans l'Italie, hein. on est en pleine Renaissance et cette recherche sur la perspective. D'ailleurs, il y a un détail très amusant là. C'est l'oubli par Ricky de fermer son trou de perspective. Et là, on voit très bien ce petit trou qui subsiste et qui n'est pas du tout accidentel, mais qui était fait par l'artiste en fait au moment où il fait sa composition. Il plantait un clou dans le mur, ce qui lui permettait de tirer une ficelle et de tirer de là toutes ces lignes de fuite qui arrive au point de fuite ou 10 points de perspective. Alors on va aller voir une des pièces quand même les plus étonnantes du château, avec ses décors toujours du sol au plafond. Là. La découverte se termine par la chambre de la parade, sans doute la plus spectaculaire. Ici, Pietro Ricci met en scène un défilé de soldats, grandeur nature. Ce qui est vraiment frappant quand on rentre dans la pièce, c'est l'échelle des personnages. On a l'impression d'être véritablement intégré dans l'œuvre, dans une parade avec des soldats qui déambulent. On a la musique, on a du mouvement. Là, on rentre dans la société de la fin du XVIe. Que ce soit avec les chaussures, les pourpoints, les fraises, les chapeaux, tout y est. L'événement représenté ici a vraiment existé. C'est l'entrée d'Henri IV à Lyon en septembre 1595. En tant que prévôt des marchands, Jean Sève organise les festivités. On peut supposer même avoir là un portrait du constructeur du château, Jean Sève, qui le premier à Lyon se rallie à Henri IV et il va porter le signe de ralliement au roi, le fameux panache blanc d'Henri IV. Voilà. Et puis ça fait partie de cette stratégie familiale à chaque fois de vouloir mettre en avant les heures glorieuses. C'est une peinture de propagande parce que toute la famille se met en scène à des moments forts de leur existence. Nous quittons le château de Fléchère et le pays beaujolais. Nous nous dirigeons vers le sud. Après les petites montagnes du Beaujolais, se dressent les monts du Lyonnais. Ces reliefs dominent la métropole. Ce territoire a toujours bénéficié de conditions idéales pour la culture des fruits et légumes. C'est le jardin de Lyon. Mais aujourd'hui, l'agglomération grignote les terres agricoles. Face à cette situation, des arboriculteurs résistent en privilégiant une agriculture de proximité. C'est le cas de la famille Boyer. Au mois de juin, ils récoltent les cerises. Yves et Françoise cultivent des fruits savoureux, dans le respect de la terre. Celui-là, là, hop, il est beau, il est gros, il est... Et vous le croquez. Et c'est un bon fruit. Ce qui fait un bon fruit, c'est le soleil déjà, mais aussi c'est la terre. Là, on est vraiment sur une terre qui leur plaît. D'abord, on voit quand même que les arbres sont jolis, ont un joli essor. On est bien placé, on est en zone bien exposée au soleil. Je dirais qu'on est dans le pays un peu du fruit parce qu'on peut faire de tout. De tout, des cerises jusqu'à la pomme.
Aujourd'hui, les boyers cueillent des bigarreaux Starking. Mais c'est à quelques kilomètres d'ici qu'est née la cerise la plus vendue en France, la célèbre Burla. Léonard Burla l'a découverte en 1915 à l'état sauvage. Monsieur Burla, qui était caserné à Lyon, a vu un cerisier qui faisait des belles cerises. Il a multiplié cette variété, il l'a diffusée dans la région et elle a connu un développement sur tout le territoire. Et cette variété de cerises reste indétrônable. Voilà. Il n'y en a aucune qui a cette chair tendre et aussi juteuse que la Burla. Françoise prend la route pour un autre verger, à quelques kilomètres de là. Ça, c'est un chemin que j'emprunte tous les jours, pratiquement. Donc, ce qui explique un peu l'état de ma voiture. Elle cultive aussi des abricots, des pêches, des poires et des pommes, dans un paysage découpé en petites parcelles. Le territoire est très morcelé parce que les gens ont toujours fait de la culture assez spécialisée, soit de la vigne, soit des petits lopins d'arbres fruitiers. Et comme ça se faisait tout à la main, ils n'avaient pas besoin d'avoir des grandes parcelles. Au milieu des pêchers, Françoise rejoint son fils pour la première cueillette de la saison. Une opération délicate. Tous les fruits ne sont pas mûrs en même temps. Il faut les choisir un par un. En fait, pour apprendre à mes enfants à ramasser les pêches, je dis c'est pas difficile, fiez-vous à votre instinct. Toutes celles que vous avez envie de manger, elles sont bonnes à décrocher. C'est vraiment une cueillette qui se fait à l'œil, ça. Si on la cueillit avant la maturité, chez le consommateur, elle va ramollir. On appelle ça mûrir de misère. Mais en aucun cas, elle va vraiment mûrir. Elles sont sucrées. Une pêche, c'est avant tout un fruit rafraîchissant. Donc si c'est pas juteux, si c'est croquant comme une pomme, il n'y a pas trop l'intérêt à manger une pêche. Allez, piche-toi. La cueillette est terminée, mais Françoise n'a pas fini sa journée. Elle va vendre ses fruits directement aux consommateurs, sur un marché unique en France, le marché de Vourles, situé à quelques kilomètres. Ce marché de producteurs a lieu tous les soirs. Il dure seulement 1 heure. Françoise s'affaire avec sa fille pour être dans les temps. Derrière les grilles, les premiers clients attendent déjà. C'est pas tous les soirs que ça marche. Hein. Des fois, on se dit, j'ai des jolies choses, ça va bien marcher. Et puis, voilà, le client n'est pas là. Et puis, des fois, on y vient sans conviction. Et puis, on a la surprise de tout vendre. On ne sait pas. C'est comme ça, c'est spontané, ce marché. Il est 18h30 précise. Chaque soir, c'est la cloche qui sonne le top départ. Cette tradition remonte à la création du marché en 1956. À l'époque, il était réservé aux professionnels. Aujourd'hui, le marché est ouvert au public. Il rassemble des producteurs locaux qui vendent uniquement leurs propres récoltes. Bonjour. Madame, le 50 les deux. Alors, 6, merci. Une façon efficace de promouvoir le circuit court. Là, c'est tout ce qu'il y a de plus court. Hein. Cueilli le matin, vendu à 18h, on ne peut pas faire mieux, quoi. Alors, bonjour, madame. Oui? C'est de chez vous, déjà? Il y en a déjà? Ah oui? Ah oui, déjà? Je peux vous le certifier. On va goûter les premiers abricots. Demi-ri en plus. Demi-ri en plus, hein? C'est toujours du bon produit. On le voit, c'est des produits qui sont ramassés dernièrement. C'est toujours quelque chose de très agréable. Et puis, on fait travailler avec nos paysans. Hein. Merci, au revoir. 19h30, le marché se termine.
Eh bien ça y est, j'ai vendu tout mon lot de pêche, donc je suis contente. J'espère que ça aura fait plaisir à tous ces clients qui en ont acheté. Le lien entre l'agriculture et la région prend ses racines dans l'histoire du territoire. Depuis la Renaissance, le Lyonnais est l'un des berceaux de l'horticulture. Au XIXe siècle, des centaines de nouvelles variétés de fruits, légumes et fleurs sont créées sur ces terres. Mais avec l'uniformisation des variétés, ce patrimoine est menacé. Il risque de disparaître. Ici, au domaine de Lacroix-Laval, un homme se bat pour retrouver les espèces d'origine lyonnaise et les cultiver dans ce jardin conservatoire. Stéphane Crozat est ethnobotaniste. En 6 ans, il a déjà sauvé 300 variétés végétales. Alors on va donc aller voir les cardons. Voici les derniers rescapés du potager. Ils sont devenus énormes. Ces cardons sont des légumes de la famille des artichauts. Cette variété n'existe plus ailleurs. Stéphane l'a réintroduite pour qu'elle retrouve un jour le chemin de nos assiettes. Le cardon, c'est la grande spécialité lyonnaise. On mange ce qu'on appelle les côtes, donc cette partie ici de la feuille, toute cette partie-là. Et c'est vraiment quelque chose de très traditionnel. On mange, entre autres, pour les fêtes de Noël, le cardon à la moelle, qui est l'une des recettes de la gastronomie lyonnaise, cuisinée par les grands chefs, etc. Stéphane a retrouvé aussi de nombreuses espèces de fleurs. Elles ont été la grande spécialité de la région. Ça, c'est extraordinaire, mais ça, c'est déjà typique des années 50. Elles sont toutes lyonnaises. Toutes les roses de la roseraie sont lyonnaises. Ici, c'est une rose de Pernay-Duché, qui était l'un des grands créateurs de roses à Lyon. Il y a des grands noms comme les familles Guillot, Pernay. On est dans le berceau, l'un des berceaux historiques de la rose. Dans la seconde moitié du 19e siècle, 60% des roses mondiales sont créées à Lyon. À l'époque, la ville est animée d'une véritable passion pour les roses. En 1894, Lyon reçoit l'exposition universelle. 3000 variétés de roses y sont présentées. Couleurs, parfums, formes, les rosiéristes se livrent une véritable compétition pour créer la rose la plus exceptionnelle. Et à l'époque, l'objet de tous les fantasmes, c'est la rose jaune. Lorsqu'un premier rosier jaune est créé, c'est une révolution. L'une de ces variétés existe toujours, dans le jardin du conservatoire. On va aller voir le rosier Rêve d'Or. Il y en a un de chaque côté, hein, c'est ça? Oui. Ce rosier spectaculaire est mondialement connu. Waouh. Il a été obtenu à partir d'un plan venu des États-Unis. Là, on est dans ces rosiers qui étaient exotiques, hein, qui ne venaient pas d'Europe. Et en fait, c'était ça le génie des rosiéristes lyonnais, c'était de pouvoir repartir d'espèces qu'on découvrait en Chine, sur l'île Maurice, la Réunion, etc. et d'hybrider les rosiers européens pour créer de nouvelles variétés. Il y a des enjeux de prestige, hein, puisque ces familles cherchaient à asseoir leur pouvoir, entre guillemets, mais enfin en tout cas leur talent. Et bien sûr, il y a des enjeux commerciaux, puisque celui qui a inventé la nouvelle rose à la mode allait faire fortune, et c'était quand même l'objet. Le conservatoire abrite 130 variétés de roses, dont certaines stars mondiales, comme la France. C'est la mère de toutes les roses modernes. C'était une petite révolution, puisque au XIXe siècle, on découvre les roses thé, qui sont donc ces rosiers de Chine, qui ont le parfum du thé, d'où leur nom, et qui ont par contre la fâcheuse tendance à ne pas résister au froid. En 1867, c'est une première. Un rosiériste lyonnais crée une rose thé qui résiste à notre climat, en croisant un rosier de Chine et un rosier européen. Il va l'appeler Sadi
des choses sur son ambition, la France. Il pensait bien qu'elle deviendrait célèbre et qu'elle allait être diffusée au moins au niveau national. Et en fait, elle l'a été au niveau international. On est vraiment là en présence d'une variété historique, emblématique de l'excellence de la création variétale à Lyon. 70 variétés de roses réimplantées ici avaient totalement disparu du territoire français. Pour les retrouver, Stéphane a sillonné le monde à la recherche des derniers exemplaires de ces rosiers oubliés. Aujourd'hui, c'est ce petit rosier qui fait l'objet d'un soin particulier. Alors, Roger Lamblin. Il en reste seulement quelques-uns dans le monde. Alors, c'est une variété de rose assez fragile déjà et vraiment rare. L'originalité de cette variété, c'est que c'est la seule rose à avoir ici des stries blancs à l'intérieur qui coupent la couleur rose en deux. On ne peut pas recréer la même rose, on nous pose souvent la question, mais si on sait que les parents c'est X et Y, si on les recroise, mais c'est comme n'importe quel être humain ou être vivant, les deux mêmes parents ne font pas les deux mêmes enfants, donc c'est unique. Et une bonne fois pour toutes, c'est fait, si elle n'est pas regreffée, elle disparaît, c'est terminé. Stéphane poursuit sa mission au sud de Lyon. Il étudie les témoins du passé agricole de la région, de grands domaines appelés les maisons des champs. Ces maisons sont souvent construites en bordure du Rhône. Beaucoup d'entre elles ont aujourd'hui disparu. Parmi celles qui ont traversé les siècles, voici la Damette à Érigny, édifiée en 1680 pour un riche marchand lyonnais. À mi-chemin entre maisons de plaisance et domaines agricoles, ces petits châteaux sont une particularité de la région. Stéphane va voir les dernières rénovations d'une maison qu'il connaît bien, le Petit Perron. Vas-y, rentre, je t'en prie. Merci. Waouh! Voilà, donc le Petit Perron, avec sa nouvelle robe. Très bien. Les peintures de la façade sont tout juste terminées. Elles visent à redonner à la maison son faste de la Renaissance. Ici aussi, c'est le mode de vie à l'italienne qui a séduit les notables. Le système des maisons des champs, c'est vraiment cette maison de plaisance, un lieu où on se retire l'été un peu privé, où on invite les gens entre soi, les gens d'importance, etc. Et effectivement, quand ils arrivent, c'est la première chose qu'on voit, c'est cette façade qui impressionne, qui éclate. On a ces arcades que l'on appelle en anse de panier, donc vraiment très régulières. Et puis ce système de loggia, donc de balcon, qui était fait donc à l'étage dit noble, c'est là où la famille habite, et c'est l'endroit d'où l'on va pouvoir observer le paysage environnant et les jardins, bien sûr. À l'époque, le Petit Perron est entouré de centaines d'hectares de terres cultivées. Si vous regardez par exemple dans cette direction, à l'endroit des pavillons actuels, il y avait un champ avec des arbres fruitiers. Et à partir des années 1960-1970, les aménagements arrivent progressivement jusqu'au lotissement qui, dans les années 80, arrive au pied. Cette villa a failli disparaître à l'époque parce qu'il fallait trouver les endroits pour loger les gens. La maison est aujourd'hui sauvée. Ce patrimoine unique nous permet de comprendre l'art de vivre des notables de l'époque. Pour montrer l'escalier qui était quand même la pièce maîtresse du Petit Perron. Et cette maison de prestige est à la hauteur du statut social des propriétaires. L'escalier du Petit Perron est tout à fait particulier puisqu'il a ses marches de forme courbe. C'est unique dans la région lyonnaise. On ne voit pas ça ailleurs. Et bien entendu, l'escalier, c'est la pièce maîtresse d'une maison. On pense aux châteaux de la Renaissance comme Chambord ou d'autres endroits où vraiment c'est la pièce d'architecture où l'on veut impressionner, c'est la pièce de sculpture principale. À quelques kilomètres au nord, voici la seule maison des champs qui a conservé son activité agricole. À la Renaissance, c'est dans ces domaines que naît l'horticulture lyonnaise. Entourée de ses vignes, la Galée est un petit château du XVe siècle, remanié au XVIIe
pour devenir la maison des champs d'une riche famille de marchands lyonnais. Stéphane découvre la maison pour la première fois. Le portail ici est typique de la fin de la Renaissance. Donc on est sur une porte plutôt prestigieuse, avec ses pilastres, ses deux têtes de lion, le blason de la famille. Voilà, on sait où on arrive, la famille s'impose dès l'entrée. Dans la cour, Stéphane remarque des prouesses architecturales qui visaient à impressionner les visiteurs. Alors ici, un élément d'architecture qui est tout à fait surprenant, c'est cette clé pendante qui relie deux voûtes entre elles et qui remplace, on s'attend à trouver une colonne, ce n'est pas le cas du tout. Ici, on voit que la colonne n'existe pas et c'est un élément d'architecture tout à fait remarquable. En contrebas, les jardins sont la pièce maîtresse du domaine. Et alors, en effet, quelle vue, déjà, c'est extraordinaire. C'est vrai que cette vue, on ne s'en lasse jamais. Tous les soirs, quand il fait beau, il n'y a pas un bruit. Et c'est vraiment un bonheur. Pour Stéphane, c'est une révélation. Le prestige de la Galée s'exprime ici pleinement. À l'époque de sa construction, le domaine est surnommé le Petit Versailles. Là, voilà, je découvre le site en même temps que vous et c'est complètement extraordinaire. C'est vraiment l'exemple parfait de maison des champs. Je pourrais presque dire que c'en est la quintessence parce qu'on est dans un jardin en terrasse, superposé, avec chacune des bassins, un système d'eau qui se termine dans ce grand rectangle qui est très probablement un vivier puisque à l'époque, évidemment, pas de frigidaire et on doit conserver, élever son poisson directement sur la propriété. La mer est trop loin, on élève du poisson d'eau douce et on a besoin d'un vivier. C'est quelque chose qui est tout à fait typique. Sous la maison, le réservoir existe toujours. Au XVIIe siècle, c'est le point de départ du réseau hydraulique. Il alimente un véritable aménagement paysager, avec des fontaines et des bassins. L'eau permet ainsi le développement de l'activité agricole grâce à l'irrigation des cultures. On nous a toujours dit qu'il y avait un véritable trésor à la Galée, c'était l'eau. Et qu'effectivement, aujourd'hui, les douves et toute l'eau qui arrive jusqu'au cœur de la Galée permettent d'avoir des vignes, des terrains agricoles. Je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'utiliser l'eau agricole sur le domaine. On se suffit à nous-mêmes. Voilà. Le domaine produit à nouveau du vin en appellation Coteaux du Lyonnais. Comme au XVIIe siècle, les vignes s'étendent à perte de vue. La découverte de Stéphane s'achève par ce belvédère, au bout d'une allée cavalière. En perspective, au fond de ce belvédère, on aperçoit la montagne du Pilat. C'est quelque chose de très important. Toutes les maisons des champs, que ce soit depuis la maison elle-même ou un axe du jardin, ont une vue qui arrive au Pilat. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, le Pilat, c'est l'Olympe lyonnais. C'est la montagne sacrée. Et c'est vraiment une montagne qui reste mythique dans l'esprit des gens. Les botanistes de l'Europe entière viennent herboriser dans le Pilat. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, à la fois dans l'imaginaire et à la fois dans l'histoire des sciences locales. Le mont Pilat est toujours une montagne mythique. Coiffé de son émetteur de télévision, perché à 1432 mètres, il domine toute la vallée du Rhône. Aujourd'hui, le parc naturel régional protège ce patrimoine qui séduit les amoureux de grands espaces.
on arrive sur la Duc de Pélussin. L'association des cavaliers du Pilat part ce matin pour 2 jours. Leur objectif, l'ascension du mont jusqu'à son antenne au sommet. 1000 mètres de dénivelé dans les plus beaux paysages. Première étape, la traversée du village de Pélussin. Des ateliers de production de soie sont installés ici dès le début du XVIIe siècle. On va voir la partie château. C'est la porte d'entrée du village. Baisser la tête. Les soyeux résident alors au cœur du village, dans le quartier de Virieux. Donc là, vous pouvez voir le château et la petite chapelle qui est juste à côté du château. Le château est devenu une demeure de plaisance au XVIe siècle. Et là, on commence à attaquer les choses sérieuses. La côte. Jean-Philippe, Mona et Armand gravissent le Pilat par le côté rhodanien, le plus abrupt. Ils traversent d'abord les cultures, puis atteignent les forêts. L'ascension est de plus en plus difficile. Les cavaliers mettent parfois pied à terre pour ménager leur monture. « 843 mètres. Oh. Le sommet à 1400. Il nous reste encore un peu de kilomètres en montée à faire. Courage, courage. » L'équipé passe au pied de ces pics rocheux, les 3 dents. Ils dominent une vaste forêt de sapins, exploitée au XIXe siècle pour la qualité de son bois. On va dans des chemins, dans des lieux qui sont marqués par un passé. C'est des vieux chemins qui ont été pratiqués par nos anciens. Et revenir à cheval et tout, je trouve que c'est formidable, quoi. Parce que c'est ce qu'ils faisaient avant. On peut apprécier tout le chemin qu'on a fait. Tout à l'heure, on était tout en bas. Et puis, c'est ce que j'apprécie, c'est le contraste. Ici, là, une nature presque lierre, enfin, quelques maisons. Et puis de ce côté, la vallée du Rhône, avec toute l'urbanisation, le béton, les autoroutes. Donc j'aime bien ce contraste ici. L'ascension se poursuit vers l'un des lieux symboliques du Pilat, la chapelle Saint-Sabin. Posée entre ciel et terre, à 1120 mètres d'altitude, elle témoigne du caractère sacré du mont Pilat. La chapelle de Saint-Sabin, elle a été construite par les soyeux de Pélussin pour la protection des troupeaux et surtout pour un nouvel animal qui était devenu très important, le ver à soie. Construite au XVIIe siècle, la chapelle est aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage. Saint-Sabin, c'était un berger qui a christianisé la région et qui a été sanctifié par la croyance populaire. Et puis on dit que si on met son doigt dans la main de la statuette qui est ici, on peut se marier dans l'année. Moi je le fais pas, je suis déjà marié. C'est chargé d'un passé, on le ressent, c'est un lieu mystique. Nos ancêtres ont prié, il y a des gens qui ont espéré, qui sont montés jusqu'à là. Et en plus, on a un paysage qui est merveilleux. En fin de journée, les cavaliers atteignent l'étape historique des randonneurs du Pilat. La Jasserie, un refuge perché à 1347 mètres. Dans cette tour, la cloche des égarés guide les randonneurs en cas de mauvais temps depuis le XVIIIe siècle. C'est un endroit un peu mythique, ça, que tout le monde connaît.
fait partie du Pilat, la Jasserie. C'est un incontournable. Et pourquoi? Parce qu'elle a une situation, une atmosphère, une ambiance, puis il y a un passé aussi. La Jasserie est le refuge des premiers skieurs qui viennent s'exercer sur les pentes du Pilat. En 1909, a lieu ici l'une des premières compétitions de ski en France. Elle réunit 1 millier de spectateurs. À l'intérieur, le dortoir n'a pas changé depuis les années 30. Allez, où c'est que c'est pas habité? Il y a du monde ce soir. Le fameux dortoir de la Jasserie. Hein, on a pas mal randonné, mais je crois qu'il n'y a qu'ici que j'ai vu ce type de couchette. Donc c'est l'une des particularités de la Jasserie. Demain, Armand, Jean-Philippe et Mona vont se lever à l'aube pour un rituel incontournable. C'est parti pour une nouvelle aventure. Il est 4 heures du matin. Les premières lueurs du jour apparaissent. En quelques minutes, les cavaliers atteignent le panorama, juste à temps pour le spectacle. Aujourd'hui, c'est magnifique. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est vrai que c'est magnifique. C'en est même émouvant. Je crois que même les chevaux apprécient parce qu'ils ne bougent pas, ils restent tranquilles. Avec le soleil qui vient de dépasser l'antenne de télévision, là, c'est vraiment magnifique. C'est par la route des Crêtes que se termine l'ascension jusqu'au sommet. Un itinéraire mythique qui traverse une curiosité géologique rare, les Shiras. Ces vastes éboulis sont nés lors des glaciations. Le froid intense a fait exploser la roche qui s'est fragmentée. Il y a des endroits, il y a beaucoup de cailloux dus aux Shiras. Du coup, le chemin est assez technique, il faut qu'on fasse attention dans les rochers. L'équipée touche au but. Le Crêt de Leuillon, un belvédère à 1432 mètres qui offre une vue spectaculaire. Oh, regardez les Alpes comme c'est beau. Au loin, se détache le massif du Mont Blanc. C'est tous les sommets qui sont flottants comme dans une mer. C'est pour sa situation exceptionnelle que le Mont Pilat a été choisi en 1955 pour l'implantation de cette antenne de télévision. Cette antenne, elle est symbolique parce qu'on la voit de loin. Et puis surtout, c'est les débuts de l'ORTF. Quand ils ont monté cet émetteur, les gens venaient de très loin pour voir, c'était une curiosité. À l'époque, c'est une innovation technologique qui nécessite la présence d'une trentaine de personnes à temps plein. Ces images de réfectoires et de chambres ne sont pas celles d'un refuge de haute montagne, mais des logements consacrés aux équipes qui, 24 heures sur 24, assurent, comme des gardiens de phare en mer, le fonctionnement de l'un des principaux émetteurs de l'ORTF, le Mont Pilat.
L'émetteur du Pilat est alors le plus puissant d'Europe. Aujourd'hui encore, il permet de diffuser la télévision sur la région lyonnaise, l'Ardèche, la Drôme et jusqu'au Jura. L'autre versant du Pilat s'étend jusqu'à Saint-Étienne. De ce côté, 18 rivières descendent les pentes. Pour les contrôler, des barrages sont installés depuis le XVIIIe siècle. Avec son mur de 55 mètres de haut, voici celui du gouffre d'enfer. Au XIXe siècle, Saint-Étienne est l'un des premiers berceaux de la révolution industrielle en France. Les usines s'installent le long de la vallée du Gier. C'est là qu'est construite la première ligne de chemin de fer française. En 1832, elle relie Lyon à Saint-Étienne. Aujourd'hui, la ville garde des témoignages de son passé. Ces anciens terrils, surnommés les mamelles de Saint-Étienne, rappellent l'exploitation du charbon. Voici aussi l'ancienne manufacture d'armes. Ces bâtiments abritent aujourd'hui une école de design qui donne un nouvel élan à la ville. Cette grille est le symbole de ce palais industriel, édifié à la gloire du Second Empire. On arrive devant la grande grille d'honneur de la Manufacture nationale d'armes de Saint-Étienne. Donc évidemment, ici, tout était fermé, grillagé, barré de murs. Les gens de Saint-Étienne appelaient souvent ça la cité interdite. D'ailleurs, c'était la zone secret défense. Cette grande grille, elle a été construite au moment du Second Empire. Et on voit, il reste quand même quelques éléments de l'époque impériale. Comme dans les deux lanternes qui sont de part et d'autre de la grille, on a encore des aigles. Éric Perrin étudie l'histoire de ce site emblématique. La manufacture a fermé en 2000. Ses ateliers sont désormais occupés par l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, l'une des plus prestigieuses écoles de design en France. Ici, on est dans l'atelier bois et on voit que la manufacture est redevenue une ruche vivante. On voit plusieurs étudiants qui ont ravesti les anciens bâtiments de la manufacture. Il y a plusieurs ateliers par spécialité, bois, métal, plastique. Alors on retrouve à la fois un esprit et des choses matérielles. Alors au titre des choses matérielles, les bâtiments évidemment, mais la charpente qui était assez spéciale et audacieuse à l'époque, puisque c'est une charpente mixte bois et métal. En 1867, quand la manufacture est construite, les charpentes sont des charpentes en bois. Évidemment, à Saint-Étienne, on était la patrie du fer à l'époque, la première région industrielle de France. Donc on s'était lancé dans des choses un petit peu plus audacieuses. Je pense que l'architecture du bâtiment influe sur nos projets. C'est une esthétique super intéressante, presque moderne et actuelle, quoi, parce que ça revient à la mode de travailler dans ce genre de bâtiment. Près de 300 élèves étudient ici. Ce sont les designers, artistes, graphistes ou scénographes de demain. Ils sont les héritiers de l'histoire industrielle de Saint-Étienne. Pendant la Première Guerre mondiale, 12 000 ouvriers travaillaient ici. On les surnommait les manuchards. La manufacture tournait alors à plein régime. Pour équiper l'armée française, plus de 300 000 armes sortaient de ces ateliers chaque année. L'architecture industrielle s'est modernisée afin d'optimiser la fabrication en série de ces armes.
Pour le comprendre, nous accompagnons Éric au sommet de l'observatoire. De là-haut, le plan de la manufacture apparaît clairement. Les ateliers sont agencés en forme de H. Ces bâtiments sont conçus sous forme de hache, comme ça, pour organiser la progression du travail. C'est-à-dire qu'on passait d'un bâtiment à l'autre par le réduit du H, qui était la zone de contrôle, et également pour séparer les ouvriers, qu'il n'y ait pas de manifestation ouvrière de masse, parce que jusqu'à présent, tous ces ouvriers travaillaient de façon séparée, dans des ateliers séparés. Et à partir du moment où on les a tous rassemblés ici, on s'est dit qu'ils allaient se mettre à manifester, à faire des coalitions, donc on les a séparés dans des ateliers successifs. Certains bâtiments ne sont pas encore réhabilités. À l'intérieur, seules les machines ont disparu. On voit encore ces lignes jaunes qui sont au sol ici, qui matérialisaient la travée centrale qui correspond aux deux entrées des bâtiments de part et d'autre. Donc c'est la partie qui était libre dans l'atelier. De part et d'autre, on avait des machines-outils qui étaient alimentées et entraînées par des systèmes de courant en cuir, entraînés par des axes qui couraient au plafond des bâtiments. Et puis sur les deux façades extérieures, où on avait la lumière naturelle avec les grandes baies vitrées, les armuriers travaillaient sur les établis en fenêtres, puisque la tradition de l'armurerie artisanale stéphanoise, c'était aussi de travailler en fenêtre. On travaillait à la lumière naturelle, en général au nord, pour ne pas avoir le soleil, avec l'établi qui occupait simplement la largeur d'une fenêtre dans un appartement. La vallée du Gier est aussi marquée par l'activité qui a fait sa fortune au XIXe siècle, la métallurgie. Parmi les fleurons de l'époque, l'usine de Saint-Chamond. Plus loin, Rive de Gier, une ville pionnière de la révolution industrielle. Éric a rendez-vous au château du Mouillon, la demeure des industriels les plus puissants de la région, à l'époque, les Marelles. C'est l'un des derniers châteaux de ville en France. Ces châteaux servaient à plusieurs aspects de la vie de l'industriel de l'époque. Il fallait effectivement avoir un pied-à-terre en ville qui permette de recevoir à la fois les fournisseurs, les clients, et qui soit à la hauteur de l'image de l'entreprise. Et puis, il fallait être logé à la hauteur de ses moyens. Donc, évidemment, si on voulait montrer la réussite de l'entreprise, on n'habitait pas dans une petite villa comme aujourd'hui. À l'intérieur, tout raconte l'histoire de la dynastie Marelle. Alors cette famille Marelle, elle a la particularité d'être partie de la terre. Et à la fin du XVIIIe siècle, ils vont commencer à forger des éléments de serrurerie. Et rapidement, ils vont se lancer, en particulier pour la marine, dans tout ce qui concerne les blindages des navires, puisqu'à l'époque, la marine se développe en France. Et tous les navires sont blindés, donc c'est-à-dire des tonnages et des tonnages énormes de plaques qui vont permettre de doubler tous ces navires pour les protéger contre les boulets ennemis. Le blindage de la frégate La Gloire, premier bâtiment de guerre cuirassé au monde, a été fabriqué dans les usines Marelle. Les Marelle, le père et ses 6 fils, construisent un empire à Rive de Gier. Le grand salon. Aujourd'hui, l'héritier des Marelle montre à Éric cette collection unique qui témoigne des goûts et de l'art de vivre des grands industriels de l'époque. Avec quelques particularités propres à la famille Marelle, comme cette statue équestre. C'est Henri Marelle, le propriétaire de la maison. Moi, je connais peu de gens de la bourgeoisie qui soient déifiés comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver effectivement chez les industriels des bustes, des choses comme ça, où effectivement on retrouve le buste du fondateur ou de la partie qui a réussi. Mais là, vraiment une statue équestre comme ça, comme avait pu en faire Louis XIV sur les places publiques, ainsi de suite. C'est assez rare. Il avait quand même une pointe de mégalomanie. Tout
Tout au long de leur épopée industrielle, les Marel ont affiché leur prestige. De leur collection d'une vingtaine de voitures de maître, il reste aujourd'hui cette Gabrielle Voisin de 1924. À bord de ce véhicule rare, Éric Perrin nous emmène découvrir comment l'empreinte des Marel s'est inscrite dans la vallée. À commencer par leur usine, construite en 1867. Donc là, on passe devant la grande cheminée monumentale de l'usine des Étinques. Elle fait 108 mètres d'eau. Elle avait un double rôle, cette cheminée, évidemment, de faire évacuer les fumées au-dessus de la vallée, suffisamment haut pour pas que ça retombe sur les usines. Et puis la deuxième fonction était un peu plus emblématique. Comme dans le nord, on avait le plus haut clocher, ici c'était la plus haute cheminée. Cette cheminée était la plus haute d'Europe. Elle est aujourd'hui classée monument historique. Au cœur de la ville, les Marel ont construit un bâtiment dont l'architecture met en valeur le succès de la famille. Cet hôtel particulier, avec 2 sculptures à la gloire de l'entreprise, la forge et la métallurgie. Mais c'est à l'extérieur de la ville que s'exprime pleinement la fantaisie des Marel. Chacun des frères a bâti son propre château. Il faut sillonner les coteaux du Lyonnais pour découvrir ces folies, comme cette tour néo-médiévale. Ah, là, on voit la tour du Pré-Bayard, qu'on appelait la tour de la jalousie, qu'avait construit l'un des frères Marel pour voir ce qui se passait chez son frère qui était de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du mur. Donc il avait fait construire cette tour. C'est pour ça qu'on appelle ça la tour de la jalousie. Et les frères Marel avaient fini par plus ou moins se brouiller à force d'être unis dans la même société. Mais cette tour est un peu l'emblème des divergences flagrantes qui étaient nées entre eux. On va tout droit en face. Oui, oui, tout droit. Direction Sainte-Catherine. Quelques kilomètres plus loin, en pleine campagne, Éric termine son périple avec le joyau du patrimoine Marel. Le dernier château qu'ils ont bâti en 1895. Voici la propriété d'altitude des Marel, où ils venaient prendre le bon air. On voit une architecture avec multiples clochetons, des séries de chiens assis sur les fenêtres. C'est un genre de petite bonbonnière qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait sur la côte à la fin du 19e siècle. C'est vraiment le goût d'une société qui a aimé ce genre de maison. Et ils l'ont fait copier ici pour être au niveau des copains. C'est ça, c'est-à-dire quand c'est à Deauville, on a des séries de villas posées les unes à côté des autres qui sont des signatures d'architectes. Et ici, il n'y en a qu'une. Elle est toute seule au milieu de la campagne, c'est ce qui fait sa particularité. À quelques dizaines de kilomètres vers le sud, nous descendons la vallée du Rhône pour arriver en Ardèche. C'est une terre d'inventeurs. Ici est née, au XVIIIe siècle, l'une des innovations qui a modifié le destin des hommes. La montgolfière. On va essayer de descendre dans le trou, là. Je pense que si tu descends, tu pourras remonter. Dans le trou, il n'y a pas de vent, normalement. À bord de ce ballon unique au monde, Benjamin et Dany. Le père et le fils sont des pilotes chevronnés. Ce matin, ils volent vers Annonay, la patrie des frères montgolfiers. Leur machine est exceptionnelle. Elle est motorisée et donc dirigeable. C'est Dany qui l'a inventée. Il l'a notamment utilisée pour des explorations scientifiques au plus près de la cime des arbres. J'avais fait pas mal d'expéditions avec des montgolfières dans le Sahara, au Spitzberg.
en Australie. Et le problème, c'est qu'une nacelle, c'est pas très pratique, ça bouge, tout ça. Donc j'ai eu l'idée de faire un siège et surtout de le motoriser pour pouvoir choisir les endroits et suivre des trajets bien précis pour pouvoir faire des expéditions scientifiques. Et on a vécu des aventures extraordinaires grâce à l'air chaud finalement. Aujourd'hui, son fils a pris la relève. Benjamin fabrique lui aussi des montgolfières à Annonay. On survole maintenant Annonay avec ses collines et ses vallons. La région est superbe. L'Ardèche, c'est un pays qui est fantastique. On est entouré de montagnes, il y a des champs de partout, on peut se poser où on veut. Et c'est vrai que c'est une région très très agréable à voler. Située au nord de l'Ardèche, Annonay est la ville la plus peuplée du département. Ici s'est développée l'industrie du papier avec l'installation de l'usine des frères Montgolfier au XVIIIe siècle. On arrive maintenant au-dessus de la place des Cordeliers. C'est vraiment le centre névralgique d'Annonay. Il y a les gens au bistrot là, qui nous font signe. Un lieu de vie et de rencontre. Mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire, parce que c'est là qu'a été fait le premier vol en montgolfière par les frères Montgolfier. Alors un vol sans passagers, mais malgré tout, c'est là que la première fois qu'un aérostat s'est élevé du sol. Alors il y a plein d'histoires sur les frères Montgolfier et sur comment est-ce qu'ils ont eu cette idée-là. Il y a une légende qui raconte que Joseph aurait, en faisant sécher sa chemise au-dessus de la cheminée, vu sa chemise se gonfler. Et c'est comme ça que lui serait venue l'idée de faire du feu et de la fumée pour pouvoir soulever les montgolfières. Avec ce premier vol en 1783, la réputation des montgolfiers parvient jusqu'au roi. Une démonstration est organisée à Versailles devant Louis XVI. Le ballon emporte un mouton, un canard et un coq. Deux mois plus tard, un nouveau ballon est conçu aux armes du roi, le ballon Réveillon. Pour la première fois au monde, il permet aux hommes de voler. Allez, c'est parti. Alors on va lui ouvrir la bouche de façon à ce que l'air entre le mieux possible. Aujourd'hui, une réplique de ce ballon historique se prépare à décoller. Son propriétaire, c'est Roland de Montgolfier, descendant des frères Montgolfier. Bon, ben voilà, on est à l'intérieur de la machine. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Décoration d'enfer. Phénoménal, hein? Cette réplique moderne reprend les mêmes dimensions que l'original. Plus de 20 mètres de haut et 13 mètres de diamètre. Les décorations aussi sont identiques. Des symboles en l'honneur de Louis XVI, comme des fleurs de lys. À l'époque, ce ballon représentait un véritable défi technique. Il faut voir que chaque morceau, c'est un morceau qui est découpé à la main, qui est rapporté sur le ballon, qui est posé avec des petites épingles et qui est cousu après par une couturière. Donc ce ballon-là, c'est un travail titanesque. Alors aujourd'hui et à l'époque, on imagine encore plus, puisque c'était des morceaux de papier qui étaient collés sur du coton, peints à la main. Voilà. C'était un travail encore plus gigantesque et titanesque. Pour faire voler ce ballon, l'équipe doit attendre les premières heures du jour. À 6 heures du matin, 2 montgolfières s'élèvent dans le ciel d'Annonay. Roland vole dans le ballon Réveillon.
et Benjamin dans la dernière montgolfière qu'il a lui-même fabriquée. Alors là, c'est le jour idéal. On est monté un petit peu et c'est un paysage magnifique qu'on a devant nous. On a une grande visibilité. Il y a plein de ballons en l'air qui sont avec nous, avec un beau jeu d'ombre et de lumière. Roland, j'ai trouvé du 180 degrés là à 900 mètres, donc ça revient un peu sur Annonay. Ouais, mais je le sens aussi là, oui. Ah là, on oublie tout ce qui se passe sur le sol. Hein, C'est phénoménal de voler dans ce ballon qui est historiquement parlant le ballon qui a fait voler les premiers hommes. C'est incroyable, quoi. Cette montgolfière, elle fait 170 kg et la leur devait en faire 500. C'était énorme, quoi. Alors nous, on chauffe avec du gaz, du propane, hein, alors qu'eux, c'était carrément du bois, des fagots et de la paille. C'était démentiel. En 1783, lors du premier vol humain, le ballon a tenu 25 minutes dans les airs et a parcouru 10 km. Aujourd'hui, l'objectif des pilotes est de survoler la vallée des anciens papetiers qui ont fait la notoriété de la région. L'idée, c'est de descendre dans cette vallée qui est très encaissée. C'est la pampa complète, c'est une nature totalement sauvage. Les deux ballons s'engagent dans la vallée de la Canse. Cet affluent du Rhône a tracé son chemin dans la roche granitique. La Canse, rivière emblématique de la région d'Annonay, a donné son nom aux papeteries Canson. Moment rare, les ballons s'approchent au plus près de la roche de Péréandre, un monolithe de 39 mètres de haut. Voilà. Alors là, on descend dans la rivière carrément. Je regarde dessous. Sur cette rivière, c'était une rivière très industrielle, donc ils utilisaient les deux berges et pour pouvoir communiquer d'un bord à l'autre, ils ont créé un pont. Il est devant nous là. À quelques kilomètres de là, un avion survole le même territoire. Vol d'un secteur de travail jusqu'au Mont-Mézin, lac du Sarlès et retour. L'Ardèche est une terre de volcans que nous fait découvrir un géographe. Ce matin, le vol commence dans la vallée du Rhône. Jean-Paul Bravard arrive en vue d'un site spectaculaire. On voit bien le château de Rochemort là-bas, maintenant ça y est, j'ai repéré. C'est lui qui est là. Le château de Rochemort est une forteresse de pierre basaltique. Elle domine le fleuve depuis le XIIe siècle. Le piton rocheux sur lequel elle est perchée est en réalité la cheminée d'un ancien volcan. Alors on voit bien cette arête qui est une sorte de lame de lave. C'est un reste de volcan, de roche visqueuse, très dure, restée en relief. La roche mort, la roche noire, parce que toutes ces laves sont très sombres. Elles tranchent d'ailleurs avec la blancheur du calcaire. C'est un très beau paysage. C'est une chance de pouvoir le survoler. C'est la première fois que je survole. C'est magnifique. Quelques kilomètres plus loin, l'avion arrive vers un immense plateau,
Lui aussi est né de l'activité volcanique il y a 8 millions d'années. Ici, nous survolons les Coirons, qui est un grand plateau d'une altitude comprise entre 800 et 600 mètres. Il descend vers la vallée du Rhône et il est découpé par des vallons assez marqués. Ce plateau est formé de coulées de lave. Solidifiée, la lave est devenue une roche très dure qui a résisté à l'érosion au fil des millénaires pour dessiner cette surprenante falaise abrupte. Si on cherchait une comparaison dans le monde, les Coirons, c'est un tout petit peu comme les volcans de l'île d'Hawaï, qui est une île gigantesque avec d'immenses coulées de lave fluide. Le Coiron, c'en est un tout petit échantillon à l'échelle de l'Ardèche. Juste au pied du plateau du Coiron, encaissé dans cette vallée, l'avion survole maintenant un autre vestige de l'histoire volcanique ardéchoise. Ici, on voit un petit relief volcanique, très joli, avec un petit village au pied. C'est le Nek de Sautre. C'est un nek, c'est-à-dire une cheminée volcanique qui s'est formée il y a 8 millions d'années, un des tout premiers volcans du secteur. C'est très beau ça. L'avion quitte maintenant la vallée du Rhône et s'enfonce au cœur de l'Ardèche. Actuellement, on est à 4700 pieds dans le nord de la ville d'Aubenas. Sujet, contact radar sur vous, Nord, Tango. Jean-Paul se dirige vers la montagne ardéchoise, à l'ouest du département. Il va survoler les monts d'Ardèche, labellisés Géoparc en septembre 2014, pour leur intérêt géologique. Ici, c'est la richesse des paysages volcaniques qui est exceptionnelle. Ces sommets sont des dômes de lave solidifiés. On les appelle des sucs. Vue d'avion, on a l'impression d'un paysage hérissé de volcans. Nous sommes dans une région qui est un véritable musée des formes volcaniques. Ces roches sont très dures et sont restées en relief et dominent le paysage en général. Il y a donc un paysage que l'on suit de manière presque continue de la vallée du Rhône jusqu'au mont Mézenc à plus de 1700 mètres. Le mont Mézenc est le point culminant de l'Ardèche, à 1753 mètres. Constitué de deux sommets, l'un en Ardèche et l'autre en Haute-Loire, c'est aussi un ancien volcan. Plus loin, l'avion survole à présent un autre témoin de l'intense activité volcanique. Le lac d'Issarlès, niché dans un cratère de 138 mètres de profondeur. Dans l'axe, le gerbier de Jonc. Pour terminer son vol, Jean-Paul s'approche d'un des reliefs les plus célèbres de France, le mont Gerbier de Jonc. Cette petite montagne est aussi un suc volcanique. L'endroit est un peu symbolique. C'est à la fois un magnifique volcan et les sources de la Loire. La Loire, le plus long fleuve de France, commence son voyage de 1006 km ici, au pied du mont Gerbier de Jonc. Sur le plateau sur lequel est posé le Gerbier de Jonc, eh bien, on change de bassin versant. C'est une des grandes lignes de partage des eaux françaises. Elle sépare la France drainée vers l'Atlantique de la France drainée vers la Méditerranée.
qui démarre là. Allez, il est parti, il est lancé. Ça roule. Dans les gorges du Doubs, ces deux passionnés commencent un périple à moto sur les plus belles routes d'Ardèche. Nicolas Faure propose des randonnées à moto dans la vallée. Aujourd'hui, une historienne, Élodie Blanc, va l'aider à élargir son circuit. Alors voilà, on va essayer de voir si on leur voit le petit train là. Il est juste en contrebas, dans les gorges. Il attaque les gorges. C'était une prouesse technique d'arriver à passer dans cette vallée. Il y a des endroits où il a fallu creuser le rocher, à la pelle, à la pioche. Leur itinéraire de 200 km commence le long de cette ancienne voie de chemin de fer qui suit les méandres du Doubs. La rivière a creusé des gorges profondes dans le plateau ardéchois, donnant naissance à un paysage spectaculaire. La ligne date de 1891. Elle vient d'être remise en service. Cette locomotive est classée monument historique. Alors voilà, là on est en plein devant la loco 403 qui est sur cette ligne depuis 1903 quand même. Elle est plus que centenaire. À la fin du 19e, quand ce train a été mis en service, il n'y avait que ça pour circuler. C'était ou le dos d'âne ou le train. Il n'y avait pas d'automobile, ou très peu. Et voilà, le train servait bien aux gens de la montagne pour descendre dans la vallée, travailler, aller au marché, aller vendre leurs produits. Nicolas et Élodie quittent les gorges du Doubs pour descendre la vallée du Rhône par un itinéraire mythique, la route de la Corniche. Une belle vue aussi sur la vallée du Rhône. À droite, on le voit, le Rhône, regarde. Oui, il est magnifique. Voilà, de là, il paraît bien bleu. Cette route est spectaculaire par ses points de vue. On est à 3, 4, 5 ou 600 mètres à certains endroits. Et donc, on a vraiment une vue splendide sur la vallée du Rhône, mais bien souvent même sur les montagnes d'Ardèche et le Massif central. La route entre deux montagnes. Eh oui. La route tracée en lacet circule au cœur du vignoble de Saint-Joseph. Et on découvre vraiment les vignes en coteaux avec ces petits murets. Elle descend ensuite vers la ville de Tournon-sur-Rhône et offre alors des belvédères sur le fleuve. Nicolas et Élodie s'arrêtent pour profiter d'un panorama sur l'un des célèbres méandres du Rhône. Là, on a la vue sur toute la ville de Tournon, t'as l'Ermitage en face, avec sa chapelle qui est bien connue, qu'on aperçoit en haut. On a le Rhône, qu'on appelle aussi le fleuve roi, qui a quand même un côté majestueux, un grand fleuve. Le Rhône marque la frontière entre l'Ardèche et la Drôme. Les deux départements sont reliés par l'un des premiers ponts suspendus à câbles d'Europe. Construit en 1825, c'est le pont emblématique de Tournon-sur-Rhône. Donc ça, c'est le château de Tournon, qui est un ancien château féodal qui date du Moyen-Âge. Il permettait en fait de surveiller la plaine alluviale du Rhône. Et beaucoup de ces châteaux le long du Rhône percevaient des péages, d'où la nécessité de dominer à la fois la route qui longeait les rives et aussi le trafic qui pouvait se faire par voie fluviale. Élodie et Nicolas continuent leur périple à une quinzaine de kilomètres vers le sud.
Il se dirige vers l'un des sites les plus spectaculaires de la vallée du Rhône. Au sommet de son éperon calcaire, l'impressionnant château de Crussol. Au pied de la forteresse, le village était protégé par des remparts. Élodie et Nicolas pénètrent d'abord dans l'enceinte du village. Une centaine d'habitations sont serrées les unes contre les autres, le long de ces petites ruelles. Ce site, il est quand même particulièrement grandiose. Là, on longe les remparts les plus bas, qui par exemple ont été rénovés pendant la guerre de 100 ans. Donc on est vraiment dans la grande histoire, là. Moi, j'ai l'impression de voir les gens qui habitaient. Les parties des habitations, la cheminée, les fenêtres, les anciennes poutres, on imagine les greniers, on imagine les réserves. Donc là, on est vraiment dans un petit village. C'est sportif, hein, les visites ici. La pente abrupte servait de barrière naturelle. Au Xe siècle, Crussol est un village refuge. De tout temps, depuis l'Antiquité, on construisait en hauteur pour pouvoir guetter, bien sûr, les alentours. Et au cours du Moyen-Âge, on a traversé une grosse période d'insécurité, d'où la nécessité d'avoir des habitats fortifiés, de construire ces villages perchés, et donc ce processus d'incastellamento, ou enchâtellement en français, où on avait le château fort et le village tout autour. Et plus le seigneur était puissant, plus sa tour était haute. Au sommet, la vue à 180 degrés permettait de contrôler toute la plaine. Vue sur le Rhône, vue sur le rocher, tout le rocher de Crussol. Une situation géographique unique qui a fait de Crussol une place forte utilisée jusqu'au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. On peut aussi comprendre le château, son organisation, avec par exemple ici une tour d'enceinte qui permettait sûrement de contrôler les accès par ce côté, par le haut du rocher de Crussol, et la partie plus habitat qui est juste ici derrière, avec ces grandes fenêtres qui ont été réaménagées à la Renaissance. Élodie et Nicolas quittent la vallée du Rhône. Après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres, ils arrivent au pied des monts d'Ardèche. Ils abordent la montagne par l'une des plus belles routes de la région. Cette route, elle est connue des Ardéchois. Son surnom, c'est la route des paysages parce qu'on est tout le long sur une ligne de crête. Et là, on est en train d'escalader les premiers contreforts du Massif central. Et on a toujours des paysages à perte de vue. Ah, on commence à redécouvrir les genêts en fleurs, là. Superbe. Ouais. Alors on voit au niveau de la végétation, là, on a des érables, des hêtres, qu'en Ardèche on appelle des faillards, et des châtaigniers. Et plus on va monter, moins il va y avoir de châtaigniers. La route serpente en suivant les cols et monte petit à petit en altitude. Au-dessus de 650 mètres, la moto atteint des forêts de résineux. Sur la droite, c'est impressionnant. On voit vraiment énormément de terrasses de culture. C'est vraiment un élément marquant du paysage ardéchois et notamment des contreforts du Massif central. Parce que pour vivre dans la pente, il fallait empêcher la terre de partir, il fallait avoir des terrains plats. Donc toutes ces montagnes étaient construites avec des terrasses. En altitude, les reliefs volcaniques apparaissent dans le paysage. Là encore une vue superbe. En plus, on bénéficie des rayons du soleil. Là, c'est magique.
À 1400 mètres, Élodie et Nicolas marquent un arrêt pour profiter de ce panorama unique. Cette fameuse ligne des sucs qui est en face de nous, qui domine le paysage partout qu'on soit, c'est une sorte de signal. Alors à gauche, là le gerbier, tout à droite le mézin qui a un peu la forme d'un chapeau de cow-boy. Et au milieu, mon préféré, le suc de Sarah, qui fait une espèce de pointe là, bien visible au milieu. Ce volcanisme des sucs, c'est vraiment la spécificité de la montagne ardéchoise et c'est un peu son côté original. Élodie et Nicolas poursuivent leur route vers les Cévennes ardéchoises, par le massif du Tanargue, surnommé la montagne du tonnerre. Sur ces reliefs se brisent les masses d'air chaud venues de la Méditerranée toute proche. La moto aborde le col de Méran à 1370 mètres, l'un des plus grandioses de l'Ardèche. On est en train de descendre de la montagne ardéchoise. On va rentrer dans la Cévenne ardéchoise. C'est une vue qui est saisissante. Moi, je connais des gens qui, après avoir descendu le col de Meyran, ont décidé de venir habiter en Ardèche. Sur ces routes cévenoles, Élodie a prévu de faire découvrir à Nicolas les plus beaux villages perchés de la région. Alors là, on découvre le village de Loubarès. C'est vraiment un village frontière entre la Cévenne et la montagne qui existait déjà au Moyen-Âge. On pense qu'il pouvait y avoir une tour et que les pierres de la tour ont été réutilisées pour construire l'église. Loubarès, aujourd'hui le plus petit village d'Ardèche, est niché sur un promontoire. Ici, les villages se sont construits en tirant parti de ce territoire sculpté dans la roche. Dans les gorges de la Borne, voici une curiosité remarquable. Accrochée à son piton rocheux, la tour du château de Borne domine la rivière. Au milieu d'une vallée sauvage, la moto roule maintenant vers la dernière étape du parcours. Cette descente est magnifique. On a une vue sur le bas qui est splendide. Voilà, un dernier virage et on est quasiment arrivé à Tignes, tout en haut de sa corniche. Tignes, isolé au sommet de sa colline, est l'un des plus beaux villages cévenols. Juchée tout en haut du village, l'église est un véritable joyau de l'art roman. Construite au XIIe siècle, elle a longtemps été fréquentée par les pèlerins sur le chemin de Compostelle. L'entrée se fait sur le côté, ce qui est typique des églises du sud de la France. Il faut contourner le bâtiment pour admirer le portail. Ce magnifique portail est exceptionnel par la qualité des sculptures qu'on peut admirer, et notamment le linteau, ici, qui représente d'un côté l'entrée au temple de Jérusalem, qu'on reconnaît avec ses deux tours, et à côté une représentation de la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. C'est vraiment un grand mystère que de savoir pourquoi à Tignes on a une aussi belle église que ça. Parce qu'on est certes sur un joli village, un bel éperon rocheux, mais c'est un village qui est tout petit et qui abrite une église qui est quand même d'une splendeur exceptionnelle.
Élodie et Nicolas ont le privilège de monter en haut du clocher pour un point de vue unique. Ah, mais ça va les coups de venir, là. T'as vu ça? Ouais, magnifique. C'est super. On a une magnifique vue sur ces petites gorges, cette petite vallée de la Tine, là. À Tine, la vue est spectaculaire d'habitude, mais d'ici, c'est encore plus spectaculaire. D'autant plus que toute la partie qui est de l'autre côté des cloches, en fait, quand on est au pied de l'église, on ne peut pas la voir, puisqu'on est au bout de l'éperon rocheux, on ne peut pas aller plus loin. Souvent, on pense que vivre sur la Montagnère des Choisses, c'est très difficile, parce que c'est rude, parce que c'est isolé. Moi, personnellement, je me demande en fait comment on peut vivre ailleurs.